Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Diego Elizondo. Bienvenue et merci d'assister à cette visite guidée. Nous allons passer à peu près la prochaine heure ou peut-être une heure et demie euh, en, en- en présence de plusieurs histoires, je dis histoires au pluriel, je dirais aussi plusieurs bâtiments d'importance dans l'histoire franco-ontarienne. C'est évidemment la raison pour laquelle vous êtes réunis aujourd'hui avec nous virtuellement. Donc, pour cette visite guidée, j'ai une présentation PowerPoint où vont se défiler plusieurs diapositives avec des photos que j'ai pu trouver sur les différents bâtiments. Et évidemment, puisque nous sommes de façon virtuelle, on va pouvoir admirer des photos. Ça nous permet quand même certains avantages. Ça nous permet de couvrir un peu plus de terrain qu'on pourrait normalement le faire si nous étions à pied et en présentiel. Ça nous permet également de voir d'autres photos d'époque qui seraient plus difficiles à voir si nous étions en présentiel, étant donné qu'il faudrait à tour de rôle se passer des photos format papier. Donc, c'est pas la première fois que j'offre une visite guidée de façon virtuelle, mais ça va être la première sur ce secteur-ci du marché bail. Euh, j'ai déjà offert une visite guidée dans le pendant est de la base ville, donc la base ville est de façon virtuelle. Et j'ai également offert cette visite guidée, mais en présentiel. Donc, c'est la première fois que je la fais de façon virtuelle. Et j'espère qu'ensemble, nous pourrons passer un agréable moment. Donc, je rappelle mon nom, Diego Elizondo, agent de projet au réseau du patrimoine franco-ontarien. Vous apercevez le logo de notre organisme sans but lucratif à vocation provinciale derrière moi. Je vais parler un peu plus longuement dans quelques instants des activités du réseau du patrimoine franco-ontarien. Mais comme je le disais là, en ouverture, j'ai une présentation PowerPoint à vous partager. Donc, sans aller plus loin, je vais partager mon écran. Comme ça, nous serons tous sur la même longueur d'onde. Puis je vais continuer la présentation à partir de ce moment-là. Alors, accordez-moi juste un petit instant. Parfait. Alors, normalement, on devrait apercevoir mon écran. Si ce n'est pas le cas, prévenez-moi, que ce soit par l'outil de clavardage ou en vous manifestant verbalement. Donc, normalement, vos micros sont fermés pour l'instant. C'est pour éviter la cacophonie. Mais si jamais il y a un problème ou il y a une urgence, n'ayez crainte. Manifestez-vous. C'est mieux de le savoir en cours de route que de s'en apercevoir beaucoup plus tard. Donc, comme je le disais, l'histoire et le patrimoine franco-ontarien au cœur de la capitale du Canada. Le secteur qu'on va s'intéresser aujourd'hui, c'est vraiment le secteur historique du marché bail, donc ce qu'on pourrait surnommer ou appeler la basse ville ouest. Alors, pour ceux qui connaissent un peu Ottawa, c'est le secteur qui se trouve directement à l'est de la colline parlementaire, du Château Laurier. Donc, grosso modo, on parle de la promenade du Sussex euh, à l'ouest, de la rue Rideau au sud, de la rue Dalhousie euh, à l'est et de la rue Boteler au nord. C'est à peu près ça notre terrain de jeu pour aujourd'hui. Donc, ça vous situe un petit peu à peu près dans quel coin qu'on va se trouver. Je dois préciser déjà d'entrée de jeu que moi, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est l'histoire institutionnelle. Donc, l'accent va être mis sur l'histoire institutionnelle des Franco-Ontariens, beaucoup plus que l'histoire familiale. Évidemment, c'est un choix par intérêt que je fais. Quelqu'un d'autre pourrait faire la même visite guidée et mettre l'accent sur l'histoire familiale. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais vous allez vous apercevoir au cours de cette visite-ci qu'il y a beaucoup de lieux, de hauts lieux institutionnels franco-ontariens qui ont euh, érigé pignon sur rue dans le secteur que je viens de délimiter, là, dans le marché bail. Dernier mot pour le marché bail. Évidemment,
il n'y a pas de secteur comme à Québec ou à Montréal qu'on pourrait appeler le vieux Ottawa, n'est-ce pas? À Montréal puis à Québec, il y a le vieux Québec, il y a le vieux Montréal. Mais à Ottawa, on se trouve avec le marché vert qui fait un peu office de ce secteur-là patrimonial. Donc, ce n'est pas le vieux Ottawa, mais c'est certainement l'endroit où on retrouve euh, une des plus grandes concentrations de bâtiments historiques, à un tel point que depuis 1991, tout le secteur que je viens de délimiter est un site du patrimoine désigné en vertu de la loi sur le patrimoine de l'Ontario. Donc, c'est un secteur qui a certaines protections légales, euh, mais malheureusement, il y a eu quelques démolitions de bâtiments depuis. Euh, une en particulier, on va en parler un peu plus longuement, mais grosso modo, tout le secteur, vu qu'il y a tellement de concentration de bâtiments d'intérêt patrimonial, c'est prévu dans la législation, au lieu d'avoir des désignations cas par cas, comme c'est le cas avec la partie 4 de la loi sur le patrimoine, la partie 5 de cette même loi-là prévoit qu'on peut délimiter un secteur, un territoire pour être désigné. Donc, c'est le cas du marché bail depuis 1991. Par ailleurs, aussi, une dernière petite mise en garde avant qu'on passe au vif du sujet. Il se peut que je regarde mon écran téléphone parce que j'ai quelques notes ici. Donc, si je regarde pas directement la caméra, mais que je regarde en plongée, c'est pas parce que je vous ignore. De toute façon, je vais être en train de continuer à parler, mais c'est bien que je vais être en train de réviser mes notes, m'assurer que je n'oublie pas de détails importants. Donc, si vous vous demandez pourquoi que mes yeux regardent en bas plutôt que directement à la caméra, ça sera pour ça. Alors, sans plus tarder, je vous invite à commencer. Vous avez également mon courriel qui est affiché. Donc, disponible maintenant ou après la visite guidée pour parler, prendre des questions et vous entretenir plus longuement avec moi. Alors, allons-y. Mais à tout seigneur, tout honneur, cette activité n'aurait pas lieu sans l'apport extrêmement important de l'ACFO Ottawa qui gère le programme de subvention Ottawa bilingue bilingual qui est financé lui-même par le gouvernement du Canada. C'est un programme qui est fort populaire, qui date depuis quelques années déjà et qui continue à chaque année d'avoir des nouvelles rondes de subventions et les organismes peuvent continuer à appliquer. Sans l'apport de subventions comme Ottawa bilingue, le genre d'activité qu'on fait aujourd'hui ne serait tout simplement pas possible, étant donné qu'un organisme comme le Réseau du patrimoine franco-ontarien, le RPFO, fonctionne à partir de subventions gouvernementales et de dons. Je reviendrai sur la partie de dons, mais les subventions gouvernementales sont extrêmement viables pour me permettre à moi, à mes collègues, de continuer à remplir le mandat de notre organisme. Donc, merci énormément à Ottawa Bilingue qui nous permet, nous, au RPFO, de nous donner des moyens financiers carrément pour mener à terme notre mission et notre mandat. Et aujourd'hui, c'est une activité qui s'inscrit directement dans la raison d'être du Réseau du patrimoine franco-ontarien. Donc, merci encore Ottawa Bilingue de nous avoir accordé cette subvention qui nous permet de découvrir, je l'espère, pour le plus grand nombre, une histoire insoupçonnée des Franco-Ontariens au cœur de la capitale du Canada. Donc, on rejoint directement la mission de l'ACFO Ottawa, qui est évidemment le porte-parole politique et la voix des francophones à Ottawa d'un point de vue municipal, et le gouvernement fédéral qui accorde l'argent, puisqu'on est dans la capitale du Canada. J'ai pensé que cette visite guidée-là serait la mieux placée, celle qui rejoindrait le mieux. C'est à la fois l'ACFO Ottawa et le gouvernement du Canada. Alors, je parlais du réseau du patrimoine franco-ontarien. Le réseau fonctionne à la fois avec les subventions, mais aussi beaucoup avec l'apport des bénévoles, l'apport également financier des bénévoles. C'est extrêmement important de le souligner et de le rappeler. Vous avez ici en une image les principaux champs d'action
de notre organisme. Alors, le Réseau du patrimoine franco-ontarien, en 2 mots, a été fondé officiellement en 2011, mais il faut savoir qu'il y a 2 organismes précédents qui ont mené à la fondation du RPFO en 2011. Donc, la Société franco-ontarienne d'histoire et de généalogie, connue sous le nom de la SFOG ou sous le nom de l'acronyme SFOG, qui a été fondée au début des années 80. Également, le ROPFO, donc le regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien, qui lui a été fondé une décennie plus tard, fin des années 80, début des années 90. Alors, ces 2 organismes-là ont décidé, étant donné que la mission était quand même assez similaire, d'unir leurs forces en 2011 et ça a donné le Réseau du patrimoine franco-ontarien. Alors, en gros, à part de visites guidées comme aujourd'hui, on en fait quelques-unes plus souvent qu'autrement en présentiel. Aujourd'hui, on l'a fait de façon virtuelle, mais les autres activités en continu que nous faisons au Réseau du patrimoine franco-ontarien, c'est, par exemple, la publication de la revue Le Chaînon. Le Chaînon qui va fêter en 2023 son 40e anniversaire, quand même, mine de rien. C'est la dernière revue en Ontario français. Je dis bien la dernière revue et je ne spécifie pas en histoire, patrimoine et généalogie, même si c'est le thème de la revue, étant donné que c'est la dernière revue tout court qui existe, du moins de façon papier, en Ontario français. Donc, la revue est publiée 3 fois par année, essentiellement à l'hiver, à l'été puis à l'automne. Et on espère qu'elle puisse continuer un autre 40 ans, évidemment, pour le lectorat partout en province. Donc, il est toujours possible de s'abonner à la revue Le Chaînon. Il y a toutes sortes d'articles aux 4 coins de l'Ontario français qui sont publiés 3 fois par année, comme je le disais, dans notre revue. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous en grand nombre à notre revue pour nous permettre de continuer à la publier. On a également un centre de recherche virtuel qui s'appelle Mes Racines. Alors, pour les amateurs de généalogie, il est possible de consulter depuis le confort de votre foyer les répertoires de baptême, mariage, sépulture que nous avons numérisés à même nos collections et qui est sécurisé dans un portail virtuel. Donc, pour avoir accès à toutes ces données généalogiques-là, il faut s'abonner, évidemment. Et ensuite de ça, vous avez carte blanche pour aller fouiller, comme je le disais, depuis le confort de votre foyer, afin de mener vos recherches généalogiques. Alors ça, c'est le centre de recherche virtuel qui s'appelle Mes Racines. Puis également, troisième partie, et non la moindre, engagement patrimonial. Donc évidemment, si vous devenez membre de notre réseau, vous avez un droit de vote à notre Assemblée générale annuelle qui a grosso modo toujours lieu en septembre, là, sauf indication contraire. Donc, c'est en septembre. Il y a également on envoie des infolettres assez régulièrement par courriel qui vous tiennent au courant des différentes actualités, des différentes initiatives dans le milieu patrimonial franco-ontarien. On a également des comités. Par exemple, le comité du patrimoine bâti et religieux que je pilote. Je précise que je ne préside pas le comité, étant donné que moi, je suis un employé. Mais autour de moi, dans ce comité-là, nous avons des bénévoles qui siègent. On essaie d'être un comité qui représente le mieux possible les différentes parties du territoire ontarien. Mais en gros, on se réunit une fois par mois. Nous discutons des dernières actualités en patrimoine et des différentes démarches que nous pouvons mener pour nous assurer que le patrimoine franco-ontarien soit préservé. Donc, par exemple, un de nos premiers dossiers qui nous a vraiment tenu occupés, c'était la maison de Théophile Brunel. Vous avez peut-être entendu ou vu ça défiler dans les médias. La maison de Théophile Brunel, la personne, M. Brunel, au 19e siècle, qui a réussi à tuer le loup qui sèmait la terreur dans la région de La Fontaine. Sa maison existe encore, croyez-le pas, qui date des années 1870. Malheureusement, le propriétaire actuel a demandé un permis de démolition. Donc, il y a toute une saga derrière la préservation de ce bâtiment-là. Ça a été un peu un de nos premiers dossiers lorsque notre comité a été fondé il y a bientôt 2 ans. Et c'est un dossier, dis-je, qui continue encore de nous tenir occupés. Donc, voyez-vous,
des dossiers d'actualité, je dirais que, pour reprendre l'adage de Lionel Groulx, rien n'est plus présent que le passé. En voilà un bon exemple. Et évidemment, le Réseau du patrimoine franco-ontarien, comme je le disais, est un organisme sans but lucratif, mais à vocation provinciale. Donc, La Fontaine se trouve évidemment en Ontario, pas où les employés du RPFO habitent, dans la région d'Ottawa. Néanmoins, ça nous intéresse évidemment au même titre que n'importe quel dossier qui se passerait dans l'est de la province. Donc, Comité du patrimoine bâti et religieux, si ça vous intéresse, envoyez-nous un courriel. Vous avez l'adresse courriel admin@rpfo.ca ou à mon courriel directement, agent au pluriel à rpfo.ca. On a également d'autres comités, comme le comité des conférences, le comité de généalogie, mais étant donné que nous avons une belle visite guidée à vous présenter, il me fera plaisir soit d'en parler pendant la période de questions plus longuement ou directement une personne à la fois de façon privée par courriel ou par téléphone. Donc, voilà pour le réseau du patrimoine franco-ontarien et on est prêt à commencer notre visite guidée. Alors, normalement, lorsque je donne cette visite guidée-là, je donne toujours comme point de rencontre le magasin Tigre Géant ou le Giant Tiger. C'est intéressant, vous voyez qu'il y a même une partie d'affichage bilingue, votre magasin d'escompte familial du Canada. Alors, ça peut surprendre au début pourquoi on se rencontre pour une visite guidée sur l'histoire et le patrimoine au cœur de la capitale du Canada en face d'un magasin d'économie comme le Tigre Géant. Vous avez peut-être une semblante de réponse en regardant attentivement la photo. Ça, c'est une des avantages d'avoir une visite guidée virtuelle parce qu'on peut vraiment prendre le temps de regarder la façade de l'édifice, alors que normalement, là, vous voyez le lampadaire puis les voitures qui se trouvent au bas de la photo, le bâtiment est beaucoup plus imposant puis ça serait difficile de tout cerner les détails. Alors, on aperçoit quelques détails intéressants dans les vitres du bâtiment. Notamment, il y a un drapeau franco-ontarien, vous l'avez aperçu. Il y a un canot volant. Donc, on fait évidemment allusion ici au conte canadien-français de la chasse-galerie qui est très connu. Et on a également en bas à droite la première page du quotidien Le Droit. L'avenir est à ceux qui luttent, la devise qui trône en haut de cette représentation de la première édition du droit qui a été fondée et publiée le 27 mars 1913. Alors, plusieurs éléments de l'histoire franco-ontarienne qui se trouvent là, dans ce bâtiment-là, qui est le site du premier Tigre Géant à avoir ouvert ses portes en 1961. Ça demeure encore aujourd'hui une entreprise exclusivement canadienne. Donc, dans le commerce au détail, il y a plusieurs bâtiments, plusieurs compagnies, pardon, qui ont été vendues à des intérêts étrangers, notamment américains. Dans ce cas-ci, ça reste encore une entreprise canadienne et qui plus est, une entreprise d'Ottawa. Donc, il y a des gens qui ne sont peut-être pas au courant, puisque le Tigre Géant a quand même pris beaucoup d'ampleur. J'en parlais avec quelqu'un de Montréal qui n'était pas au courant que ça venait d'Ottawa. Mais oui, ça vient d'Ottawa. Et pour les Franco-Ontariens, il y a vraiment un lien direct, étant donné que ce bâtiment-là, original, date du début du 20e siècle, de 1930. Je vais revenir ici. Donc, vous avez une photographie du Tigre Géant à son ouverture là, au début des années 60. On voit que ça a un peu changé. Évidemment, il n'y avait pas de mural à cette époque-là. Je vais expliquer dans un instant l'origine de la murale. Mais si vous regardez en bas à droite, ça, c'est une photo d'origine du bâtiment. Donc, on voit un peu sur le toit, il y a le fronton, par exemple, n'est plus là. Néanmoins, on le distingue mal, là, mais ce bâtiment-là, d'origine, construit en 1930, sa première vocation, c'était pour le journal Le Droit. Alors, voilà pourquoi qu'on trouve la copie de la une dans une des fenêtres de la façade de l'édifice. C'est que ce bâtiment-là a duré à peu près 25 ans, jusqu'en 1955, l'édifice qui abritait les locaux du journal Le Droit. Journal Le Droit, je vais y revenir. Vous voyez qu'il y a des diapositives. Mais je veux m'attarder un peu sur les éléments qu'on retrouve sur la murale, parce que la murale,
est non seulement sur la façade, il y a également une petite ruelle entre deux bâtiments, là, le bâtiment du Tigre géant puis un autre, qui rend hommage aux Franco-Ontariens. C'est très, très peu connu. Pourtant, c'est une excellente, une très belle murale remplie. Par exemple, en haut, en gauche, vous avez le hockeyeur Hector Dallaire qui monte sur la glace. En bas, on aperçoit, et c'est dans les deux extrémités, à gauche puis à droite, des écolières ainsi que les institutrices de l'école GIG. On va y revenir à l'école GIG. Au centre, les deux personnes qui tiennent des pinceaux et de la peinture, ce sont les artistes de la murale. Donc, Pierre Hardy, artiste muraliste, et René Saint-Pierre, deux franco-ontariens, qui ont rendu, comme la photo en dessous le démontre, un hommage aux Franco-Ontariens en 1992. Donc, c'était une commande, c'était une commission du magasin Tigre géant qui voulait rendre hommage à l'histoire du bâtiment original dans lequel il se trouve et qui existe encore. Et on a fait appel à ces muralistes professionnels franco-ontariens qui ont vraiment rendu un superbe hommage. Évidemment, les photographies de la diapositive ne rendent pas pleinement justice à cette murale. Donc, je vous invite vraiment à vous déplacer pour aller l'admirer de plus près. Néanmoins, comme je disais, on peut distinguer quelques personnages d'importance. Il y a Jeanne Lajoie, par exemple, sur la photo au centre. On l'aperçoit un peu de profil. Jeanne Lajoie, qui a mené la lutte au règlement 17 à Pembroke et qui est devenue une figure de cette époque de résistance, au même titre que les Sœurs des Loges, qu'on aperçoit également sur une des murales. Je mets l'emphase sur deux figures qui se trouvent sur les murales. Alors, à gauche, vous avez le père Charles Charlebois, fondateur du journal Le Droit, premier secrétaire général également de l'ACFEO. Alors, secrétaire général, aujourd'hui, on dirait plus directeur général. Et l'ACFEO, c'est l'actuelle Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Donc, les deux, à l'époque, étaient extrêmement liés et on doit beaucoup en tant que communauté franco-ontarienne à Charles Charlebois qui s'est démené et qui a donné sans compter à la cause franco-ontarienne pendant les heures sombres du règlement 17. Vous avez juste à côté les armoiries du droit avec la devise en latin « L'avenir est à ceux qui luttent », comme je le disais. Et dans la photo à droite, vous avez Séraphin Marion, historien, homme de lettres, militant franco-ontarien. On reconnaît très bien Séraphin Marion là, avec son visage. Les muralistes sont très bien réussis, tout comme le père Charles Charlebois d'ailleurs, à dépeindre les traits et caractéristiques physiques de ces deux personnages-là en l'occurrence. Alors, M. Marion nous fait signe de la main et il y a quelqu'un qui tient un drapeau franco-ontarien. Évidemment, drapeau qu'on connaît quand même assez bien d'histoire, qui n'a pas été créé à Ottawa, mais bien à Sudbury en 1975. On pourrait faire une conférence entière sur le drapeau. Il y a d'ailleurs un panel sur le drapeau franco-ontarien qui se trouve sur la chaîne YouTube du Réseau du patrimoine franco-ontarien. On avait organisé ça il y a quelques années pour les festivités entourant le 25 septembre. Donc, je ne vais pas m'attarder sur le drapeau franco-ontarien, mais je vous invite à aller consulter la vidéo pour en apprendre davantage. Si vous ne connaissez pas beaucoup l'histoire du drapeau franco-ontarien, comme je disais, on pourrait faire une conférence juste sur le drapeau franco-ontarien, mais aujourd'hui, on va parler vraiment et s'attarder sur le patrimoine au cœur de la capitale du Canada, des Franco-Ontariens. Alors, revoici la photo du Giant Tiger, du tigre géant. Alors, je le disais, le droit fondé en 1913 dans des locaux de fortune dans le marché Bay, donc sur la rue York, au-dessus d'un garage. Pendant 2 ans, de 1913 à 1915, le droit va être publié dans des locaux qu'il louait dans le marché Bay. Par la suite, comme je le disais, de 1915 à 1930, on va se déplacer là, au coin de Dalhousie et de George, les rues Dalhousie et les rues George. Et 1930, c'est le bâtiment que vous avez vu du tigre géant. Grosso modo, le droit va rester dans ce bâtiment-là et dans le bâtiment précédent qui est juste à côté, jusqu'au milieu du 20e siècle, c'est-à-dire 1955, lorsqu'ils vont déménager sur la rue Rideau, 375 rue Rideau.
C'est un bâtiment qui va servir les activités du droit jusqu'au 31 décembre 1989. Et en 1990, pour la nouvelle année, la nouvelle décennie, comme les premières pages ici du droit l'indiquent, au revoir rue Rideau, bonjour rue Clarence, nouveau départ pour le droit et retour aux sources pour le droit. Donc, le quotidien franco-ontarien, le seul dans la province de langue française, retourne dans le quartier qu'il a vu naître. Donc, ils n'avaient pas été quittés quand même très, très loin, là, sur la rue Rideau. Grand bâtiment, là aussi, on pourrait faire une conférence entière sur ce bâtiment-là. Il y a beaucoup d'histoires à dire, mais ce sera pour une autre conférence ou une autre visite guidée sur la base ville Est dans ce cas-ci. Mais ici, retenez que c'est en 1990 que le bâtiment revient, c'est-à-dire les bureaux du droit reviennent dans le marché bail. Et ils vont demeurer là jusqu'à essentiellement la pandémie 2020-2021. Ici, on voit à partir de même 2019 qu'un déménagement du droit devient inévitable. On souhaite déménager la salle de rédaction. Essentiellement, toutes ces discussions-là étaient dans l'air et la pandémie va vraiment précipiter les choses et sceller le sort un peu du droit qui vont finir par traverser la rivière des Outaouais pour aller s'établir au Québec. La pandémie a été peut-être l'élément catalyseur. La raison pour laquelle le droit déménage au Québec, c'est pour avoir droit à des subventions du gouvernement. Donc, on parlait de subventions avec Ottawa-Ville bilingue. Le droit, évidemment, est dans une position très précaire, comme tous les journaux et toute la presse écrite. Et donc, le gouvernement du Québec octroyait au quotidien, là, le droit faisait partie d'une grande famille de 6 quotidiens au Québec, de l'argent, à condition, évidemment, que les bureaux soient situés sur le territoire du gouvernement du Québec ou le territoire du Québec. Donc, le droit qui était situé à Ottawa n'aurait pas eu droit à cette aide gouvernementale-là s'il ne déménageait pas. La question a été posée au gouvernement provincial de l'Ontario. Est-ce que vous allez imiter vos homologues québécois et accorder de l'argent pour aider au droit à survivre? Mais ça a été un peu lettre morte. Donc, le droit devait soit déménager ou périr. C'est très décevant. Malheureusement, on peut se consoler en quelque sorte en se disant que le droit n'oublie pas beaucoup sa mission d'origine. Il y a encore une couverture sur les actualités franco-ontariennes. Et on va le voir ici. Il nous reste encore la murale du tigre géant, donc merci. Et outre commémoration, une plaque de la fiducie du patrimoine ontarien. Donc, quelques années avant le déménagement, pour le 105e anniversaire du quotidien, il y a une plaque provinciale du gouvernement de l'Ontario, gérée par la fiducie du patrimoine ontarien, qui a été dévoilée en honneur de l'histoire du journal Le Droit. Si vous avez les différentes personnalités et dignitaires qui étaient présentes au moment du dévoilement de la plaque, le dévoilement a eu lieu à l'école secondaire de La Salle dans la base ville Est, mais la plaque se trouve aujourd'hui au coin de la promenade Sussex et de la rue York, donc en plein cœur du marché bail. Encore une fois, je vous invite, si vous pouvez vous le permettre, de vous déplacer et d'aller lire le contenu de la plaque. Mais je vous résume en gros les grandes lignes de ce journal-là qui a été fondé pour combattre le règlement 17, d'où le nom, hein, le droit à l'éducation en langue française en Ontario, malgré l'interdit du règlement 17 en 1912 de le rendre illégal. Donc voilà, plaque de la fiducie du patrimoine qui date là, de 5-6 ans. Pardon, je vais prendre une gorgée d'eau. Ici, je voulais quand même vous présenter, avant de passer au prochain arrêt, la page, la une, donc la page frontispice du quotidien Le Droit du 27 mars 2013, donc exactement 100 ans plus tard. Vous avez, c'est une très bonne idée aussi que les pupitreurs du droit ont eu, c'est-à-dire ils ont juxtaposé une photo d'époque dans la salle de rédaction où on aperçoit au fond avec le crucifix le père Charles Charlebois. C'était évidemment un religieux de la congrégation des Pères Oblats de Marie Immaculée
qui vont rester propriétaires du droit là, de 1913 à 1983. Pendant extrêmement longtemps. Ce sont en fait les propriétaires à date qui ont tenu le plus longuement le quotidien Le Droit. Jusqu'en 1983, c'est quand même extrêmement tardivement jusqu'au 20e siècle. Là. Donc, vous avez une photo d'époque, le père Charlevoix, le père fondateur du journal. Et dans la photo à droite, récente, à l'avant-plan, vous avez l'ex-journaliste à l'époque qui œuvrait au journal Le Droit, qui s'appelle Philippe Orphalie, qui a été un peu mandaté pour mener à terme un grand dossier sur l'histoire du quotidien. C'est un franco-ontarien, M. Orphalie, un ancien de l'école de La Salle et Séraphin Marion. On parlait de Séraphin Marion tantôt, à l'instant. Alors, il y a un journaliste franco-ontarien qui a fait la une du droit 100 ans plus tard, en l'occurrence M. Orphalie. Donc, c'est pour ça que je voulais vous montrer cette page-là, la page la une du quotidien Le Droit, qui à l'époque était toujours un journal quotidien imprimé et rédigé dans la Basse-Ville-Ouest, donc le marché-bail d'Ottawa. D'accord. Alors, coin Dalhousie et Rideau, donc vraiment pas loin de où on se trouverait si on était en présentiel. Il y a un autre bâtiment, mais cette fois-ci à vocation commerciale, qui a quand même eu une grande résonance là, dans la mémoire collective. Je parle évidemment de La Roque, grand commerce à grande surface, qui a ouvert ses portes en 1923. Vous avez des photos d'origine également, une coupure de presse de l'époque. On dit que c'est le nouveau magasin général d'Ottawa. À cette époque-là, donc, M. Larocque, qui est un fier franco-ontarien, avait contribué financièrement en achetant de la publicité dans les premières éditions du journal Le Droit. Donc, M. Larocque, ce n'était pas sa première entreprise à ce moment-là qu'il fonde dans le même genre. Malheureusement, je crois qu'il va avoir un petit peu avoir de trop grandes ambitions. Et son commerce lui-même va faire faillite 4 ans après, donc en 1927. Ça ne durera pas long feu pour lui. Néanmoins, il a besoin d'avoir un commerce comme ça où on indique ici, là, on vend des chaussures, des habits de garçon, de la marchandise sèche, mercerie pour hommes, tapis, rideaux, valises et vaisselle. Évidemment, ce type de produit-là est prisé quand même par une certaine clientèle. Donc, il y a une famille juive de Montréal qui vont voir que le bâtiment et l'entreprise est à vendre, vont se porter acquéreurs en 1927 et vont continuer à l'opérer jusqu'en 1971. 1971, c'est là où le bâtiment et le commerce, en fait, ferment vraiment ses portes sous l'influence des centres commerciaux et des grandes surfaces qui faisaient leur apparition. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1927, même si l'entreprise, le magasin, avait juste 4 ans, lorsque la famille juive de Montréal anglophone va l'acheter, ils vont conserver le nom Larocque et ils vont aussi conserver une idée de génie qui devrait être imitée beaucoup plus souvent, c'est-à-dire que Larocque avait comme politique d'embaucher du personnel bilingue. Alors, les francophones avaient droit, dans ce commerce privé-là, à avoir des services en français, de pouvoir se faire servir dans leur langue, étant donné que c'était un des grands attraits que Larocque avait instigé dans son commerce pour se distinguer de la concurrence. Alors, la famille juive de Montréal va avoir très bien compris que Larocque est un nom qui porte, qui est un nom connu, et que d'avoir une main-d'œuvre bilingue, ça peut servir les intérêts, leurs propres intérêts et ceux de la clientèle francophone. Donc, ça, c'est vraiment un point d'honneur de la famille d'avoir continué quand même, d'avoir, dans le fond, gardé ce qui fonctionnait avec l'entreprise de M. Larocque, mais d'y donner des assises financières plus solides et de perdurer jusque dans les années 70. Donc, la photo en bas à gauche, ça, c'est l'allure du magasin général dans la fin des années 60, début des années 70. Là.
au moment où il va fermer définitivement ses portes. Et là, vous avez juste à côté, en bas à droite, ça, c'est le magasin aujourd'hui, en fait, le bâtiment du magasin aujourd'hui, qui sert à la fois de bureau. L'ambassade, par exemple, du Royaume de Suède se trouve là au deuxième étage. Il y a l'architecte expert en restauration patrimoniale, Barry Podolsky, qui a également ses bureaux dans le même bâtiment. Donc aujourd'hui, ça porte le nom de Mercure, bâtiment Mercure. La Roque n'existe plus dans la toponymie. Néanmoins, le bâtiment a été restauré dans les années 80 et 90 pour reprendre son allure d'origine, comme au moment de son ouverture en 1923 par M. Larocque. Donc, grand bâtiment, grande surface. Moi-même, j'ai des gens, mon grand-oncle, par exemple, qui se souvient très bien d'aller faire ses emplettes à cet endroit-là. Et mon grand-oncle habitait quand même de l'autre côté de la rivière, à Gatineau. Donc, on voit que Larocque avait quand même un certain rayonnement, puis pouvait attirer de la clientèle d'un peu partout dans la grande région d'Ottawa. Donc, commerce qui a existé de 1923 à 1971, comme je le disais, avec cet changement ou passation de propriétaire en 1927. Alors, si on continue sur la rue d'Alousie en montant vers le nord, vous avez une photo de 1958 ici de l'Institut canadien-français d'Ottawa. L'Institut qui date de 1852 quand même. Alors, ce bâtiment-là, là, cette photo, le bâtiment date de 1946, la photo de 1958, mais l'Institut comme tel date de 1852 et il existe toujours. C'est le plus vieux organisme, on pourrait dire club social, qui existe encore en Ontario français. 1852, c'est avant la Confédération canadienne. Donc, l'Institut canadien français est plus vieux que le Canada. On s'entend Canada dans sa forme actuelle. Je ne parle pas du Canada géologique, par exemple, mais Canada, depuis 1867, depuis la Confédération, l'Institut précède la fondation du pays, ce qui est quand même remarquable. Cet institut-là, il y en avait quelques-uns à Québec, à Montréal, qui étaient beaucoup plus controversés dans la mesure où ils s'en prenaient beaucoup à l'Église catholique. Ici à Ottawa, c'est plus un institut littéraire, club social, beaucoup plus que militant et anticlérical comme on trouvait au Québec. Et c'est le seul qui existe encore au Canada. Ceux de Montréal et de Québec, ça fait longtemps qu'ils n'existent plus. Mais à Ottawa, ça existe encore, comme je le disais, depuis 1852. Cet institut-là a quand même des particularités dans la mesure où, pour devenir membre, c'est encore les mêmes modalités qu'en 1852. Alors, des fois, ça peut surprendre, voire même choquer certaines personnes de savoir que l'Institut continue à n'admettre que des membres masculins. Donc, c'est juste les hommes qui peuvent faire partie de l'Institut. Il faut être également francophone. Bon, ça va. De religion catholique et d'avoir bonne réputation. Alors, bonne réputation, qu'est-ce que ça peut dire? C'est un petit peu nébuleux, laissé à l'interprétation de tout un chacun. J'imagine que bonne réputation, ça pourrait être, par exemple, ne pas posséder un casier criminel. Ça serait peut-être une bonne façon d'avoir bonne réputation, par exemple. Mais bon, pour ces différents critères-là, les quatre que j'ai nommés, ce sont les mêmes d'origine. Depuis 1852, ici, évidemment, le côté masculin qui, des fois, laisse certaines personnes inconfortables. C'est un choix des membres, donc je ne juge pas, je ne fais que raconter en tant qu'agent de projet. Néanmoins, ce n'est pas la cité interdite. Je pense que les femmes peuvent quand même être invitées à l'Institut canadien-français dans les locaux pour participer à certaines activités. Mais bon, je ne vais pas m'attarder non plus là-dessus. La photo qui se trouve à la droite, c'est un des fondateurs de l'Institut canadien-français, Joseph Balsera Turgeon. C'est quelqu'un qui va être très en vue, très impliqué au 19e siècle à Ottawa. C'est d'ailleurs le premier maire francophone de la ville et même de la province de l'Ontario. Donc, à cette époque-là, il va siéger au conseil municipal avant de devenir maire d'Ottawa. Et il va quand même avoir un impact lorsqu'il va être maire d'Ottawa. Bon, premièrement, j'ai dit maire d'Ottawa, oui, mais surtout maire de Bytown. Et c'est grâce à lui
que la ville change de nom, passe de Bytown à Ottawa. Alors, on laisse de côté le caractère anglophone, là, Bytown étant évidemment un nom à connotation anglophone, et on prend le nom d'Ottawa qui est plus neutre, évidemment qui est je dirais même un certain hommage et clin d'œil aux langues autochtones. Donc, Ottawa prend le nom, son nom, avec l'impulsion du maire Balsura-Turgeon. Et c'est également lui qui va favoriser l'instauration d'un climat de paix sociale dans l'Ottawa du 19e siècle, où il y avait beaucoup de rivalité entre les différentes factions de la ville, notamment les différents groupes ethniques qui composaient la ville. Donc, les francophones puis les anglophones, mais là, il faut faire la distinction entre les Anglais, les Écossais, les Irlandais, et aussi entre les rivalités politiques, donc les rouges et les bleus à cette époque-là. Donc, M. Turgeon va quand même arriver puis réussir à apaiser les différentes tensions qui secouaient la ville à ce moment-là. Donc, malheureusement, M. Turgeon n'a rien à son nom dans la toponymie. C'est quand même un manque que je déplore et qui devrait être changé s'il en tient qu'à moi. Néanmoins, grâce à l'Institut canadien français et le fait qu'il perdure, la mémoire de leur fondateur continue encore d'être évoquée. À preuve, je vous en parle aujourd'hui. Alors ici, je réalise que la photo n'est peut-être pas optimale, mais c'est les différents présidents d'honneur que l'Institut a eu au cours des différentes années. Donc, on reconnaît certaines personnes, hormis les différents évêques et archevêques d'Ottawa, de Monseigneur Gig, en passant par Monseigneur Duhamel, Monseigneur Alexandre Vachon, Monseigneur Lemieux. Dans les photos au bas, se trouvent d'autres personnes également d'importance. Par exemple, Sir Wilfrid Laurier, premier francophone à devenir premier ministre du Canada. On voit encore Séraphin Marion, Marcel Baudry et Ronald Casa, qui a été très brièvement président d'honneur, mais qui a préféré remettre sa démission, étant donné que pour lui, la question de la membralité féminine était quelque chose qui le chicotait. Néanmoins, là, revenez qu'à l'Institut canadien français, pratiquement toute l'élite franco-ontarienne, des gens comme Samuel Genet, par exemple, un autre défenseur du règlement 17, vont faire partie de cet institut-là. Donc, c'est un carrefour communautaire, social, associatif depuis 1852. Pas trop loin, en continuant sur la rue York, nous apercevons l'entrepôt de J.S. Major. Alors, Sylvanie Joseph Major est né à Orléans. C'est un Orléanais au début du 20e siècle. Son propre père avait ouvert un magasin, une épicerie. Donc, aujourd'hui, on dirait une grande surface alimentaire. À Orléans, le premier à le faire. Il va prendre la relève de son père et il va venir épauler sa mère lorsque son père va décéder. Et il va vraiment dépasser, l'élève va dépasser le maître parce que lui va bâtir un empire en agroalimentaire. Essentiellement, aujourd'hui, c'est une bannière qu'on ne connaît plus, mais les National Grocers, ça vient de M. Major. Ici, en 1928-1929, il construit un grand entrepôt sur la rue York, en plein cœur de la capitale du Canada, pour servir ses activités. Vous avez donc une coupure de presse d'époque qui nous dit nouveau bâtiment de J.S. Major et avec les adresses en question sur la rue York. C'est un très beau bâtiment, très imposant, qui a servi à différentes vocations pour les personnes qui connaissent un peu la technologie. Spotify avait ses quartiers généraux à cet endroit-là pendant quelques années avant de déménager là, sur le coin de la rue Elgin. Donc, c'est un bâtiment qui est désigné en vertu de la loi sur le patrimoine de l'Ontario, ce grand entrepôt-là, qui est pour l'instant un peu vacant, mais la photo que vous avez en bas à droite
c'est la nouvelle vocation qui est proposée. Alors, essentiellement, c'est un hôtel qui viendrait se greffer à l'arrière du bâtiment et qui viendrait donner une nouvelle vocation à l'entrepôt de M. Major. M. Major, ce qui est intéressant de savoir, petite anecdote, c'est qu'il va tellement devenir riche dans ses affaires. C'est quelqu'un qui a la bosse des affaires. On dit qu'il serait, si pas le premier, l'un des premiers millionnaires canadiens français. Moi, j'oserais même dire franco-ontariens. Donc, ça précède les Robert Campeau et les Paul Desmarais de ce monde franco-ontarien. Et il va tellement accumuler une grande fortune qu'il va faire construire la résidence Stornoway dans Rockcliffe Park. La résidence Stornoway, aujourd'hui, elle sert de résidence officielle au chef de l'opposition officielle du Canada. Alors, quand même, de savoir qu'il y a un lien entre une entreprise franco-ontarienne, un franco-ontarien qui est né à Orléans et un parti aujourd'hui de l'histoire et du patrimoine canadien dans Rockcliffe Park, c'est assez intéressant. Stornoway va venir comme nom de la résidence avec les deuxièmes propriétaires qui vont acheter la résidence de M. Major. Et le nom est resté. Donc, ce n'est pas M. Major qui a nommé sa propre résidence Stornoway. C'est avec les deuxièmes propriétaires de la maison avant que ça devienne, dans les années 50, la résidence des chefs de l'opposition officielle. Donc, on peut le constater avec ce grand bâtiment-là très imposant, M. Major avait quand même des affaires florissantes. Dernier mot sur ce bâtiment-là, l'architecte qui l'a construit, c'est Charles Brodeur, un architecte de l'institutionnel qui va beaucoup œuvrer en Ontario français. L'église Saint-Charles, par exemple, à Vanier, ou l'église Saint-François d'Assise, l'église du Sacré-Cœur à Sturgeon Falls, l'école Genet à Vanier. Énormément de bâtiments portent la signature de M. Brodeur, qui est né à Saint-Hyacinthe en 1871, décédé dans la région en 1936. Et c'est un des premiers architectes locaux franco-ontariens qui va beaucoup dessiner des plans pour différentes institutions de notre communauté, mais il va également œuvrer tout autant du côté de l'Outaouais québécois, là, de Hull particulièrement. Donc, l'hôtel de ville de Hull, l'ancien hôtel de ville qui a brûlé dans les années 70, c'était une œuvre également de M. Brodeur. Donc, voilà pour l'entrepôt SJ Major. Ici, j'ai envie de vous dire que c'est le temps de pleurer. Ce sont des bâtiments qui n'existent plus, malheureusement. Nous avons à gauche un bâtiment qui suscite toujours beaucoup la curiosité des gens lorsque je les présente. Nous avons le Monument national qui a été construit en 1906, a été démoli au début des années 60. C'est un bâtiment extrêmement important pour les Franco-Ontariens. D'abord, c'est un monument qu'ils ont construit, qu'ils ont payé de leur poche. Donc, un monument qui servait de différentes activités socio-culturelles, identitaires. Et à droite, on a un bâtiment nettement plus récent, évidemment, vous l'aurez compris, un gratte-ciel. Un des rares quand même dans l'histoire franco-ontarienne, on n'en a pas des millions, qui a été construit au début des années 60 pour l'Union du Canada Assurance Vie. Donc, ces assurances-vie qui étaient connues sous le nom d'Union Saint-Joseph du Canada à ses débuts ont été fondées au début du 19e siècle, donc à peu près dans les mêmes années que l'Institut canadien français. Et l'Union du Canada a perduré jusqu'au début des années 2010, là, donc en 1912, au moment où il fait faillite. Le gratte-ciel est un très bel exemple d'architecture moderne. Les plans ont été dessinés par l'architecte montréalais Louis J. Lapierre, qui a œuvré quand même assez souvent en Ontario français dans les années 60. C'était un des architectes de l'institutionnel franco-ontarien qui est venu faire plusieurs commandes ici, dont l'Union du Canada. Il y a eu une petite mobilisation pour essayer de faire désigner le bâtiment patrimonial. Malheureusement, étant donné que le bâtiment se trouvait juste à côté du site du patrimoine du marché-bail que j'évoquais en tout début d'introduction du parcours, le conseil municipal s'est un peu défilé et a accordé un permis de démolition, même si au début, l'entreprise, on ne la nommera pas, mais l'entreprise qui s'était portée acquéreur du bâtiment avait dit
qu'ils voulaient restaurer le bâtiment et pas le démolir, mais très rapidement, lorsqu'ils ont eu l'autorisation pour devenir propriétaires, ils ont décidé de demander un permis de démolition qui a été accordé par la municipalité de la ville d'Ottawa. Il y a eu une personne quand même qui s'est opposée au conseil municipal, en l'occurrence Bob Monette, que je salue, parce qu'il s'était opposé. Il avait bien compris les arguments pour conserver ce bâtiment-là, donc conseiller à l'époque d'Orléans. Et au nom de l'histoire franco-ontarienne, il s'était opposé mais il était le seul à s'y opposer. Évidemment, les motions sont remportées par la majorité. Donc, l'Union du Canada, bâtiment de 1966 par Louis-J. Lapierre et démoli donc en 2013, donc il y a bientôt 10 ans. Et juste à côté, en fait, les deux bâtiments se seraient fait face à une certaine époque, mais étant donné que le Monument national en 1961 a été démoli et l'Union du Canada en 1966, les deux n'ont pas existé à la même époque, mais les deux n'existent plus malheureusement. Donc, notre patrimoine franco-ontarien, c'est pour ça que c'est important d'appuyer des organismes comme le RPFO pour qu'on puisse continuer à défendre et à préserver notre patrimoine. Sinon, ben, il nous reste des photos. C'est bien pour des visites guidées comme ça virtuelles, mais ce n'est pas du tout la même chose, forcément. Un autre bâtiment dans le même secteur qui n'existe plus, c'est le théâtre français. Donc, théâtre, c'est cinéma, là, c'est un mauvais anglicisme ici. Et français, donc la vocation est très claire, nette et précise. C'était du cinéma à vocation francophone qui était offert dans le marché-bail à cette époque-là. Donc, ces trois bâtiments-là là, se trouvaient, parce qu'ils n'existent tous plus, un à côté de l'autre. Donc, ce bâtiment-là, le théâtre français, a ouvert ses portes en 1912, l'année de l'entrée en vigueur du règlement 17, et va être démoli en même temps là, que ici notre cher monument national. Tout ça va faire place à l'hôtel Courtyard Marriott. C'est un franco-ontarien qui l'a dessiné, Roger Thibault, que j'ai connu dans les dernières années de sa vie, que je salue. Évidemment, ça n'a pas la même prestance que le château du Monument national. À l'époque, ce que M. Thibault m'avait raconté avant son décès, c'est que le bâtiment devait avoir beaucoup plus d'envergure et de prestance. Il était même question d'avoir un restaurant tournant. Évidemment, rien de ça ne s'est concrétisé. Le restaurant tournant va arriver dans un autre hôtel, construit par un autre franco-ontarien, l'entrepreneur Robert Campeau, mais dans l'ouest du centre-ville d'Ottawa. Donc, aujourd'hui, c'est le Courtyard qui remplace le Monument national et le Théâtre français. Et vous avez l'hôtel Andaz qui a pris la place de l'Union du Canada et du gratte-ciel, construit par cette société d'assurance franco-ontarienne. Donc, malheureusement, si vous allez aujourd'hui, c'est ce que vous allez voir au lieu des photos historiques en noir et blanc que je vous ai présentées à l'instant. Pour le Monument national, quelque chose qui est très important de souligner, c'est que c'est un lieu de fondation d'associations provinciales franco-ontariennes importantes. Donc, l'ACFEO, l'Association canadienne-française d'éducation de l'Ontario, a été fondée au Monument national les 18, 19 et 20 janvier 1910. Ça va être également le lieu de fondation du premier congrès agricole des Franco-Ontariens, comme vous l'apercevez ici, les 16 et 17 avril 1929, ce qui va donner aujourd'hui l'Union des cultivateurs franco-ontariens. Donc, l'Union des cultivateurs se fonde au même endroit que l'ACFEO quelques années auparavant. Je n'ai jamais vu, au grand jamais, dans toutes mes recherches, des photos de la fondation de l'ACFEO. Alors, si jamais on en trouve un jour, ça va être une découverte fantastique. Alors, ce qu'on a de mieux, c'est au moins une photo du congrès de l'UCFO, l'Union des cultivateurs franco-ontariens, et de son congrès agricole. Donc, on voit tous les délégués qui se trouvent devant le Monument national pour prendre la pause pour le photographe. Donc, c'est ce qu'on trouve de mieux pour évoquer cette époque-là. Donc, retenez que le Monument national, lieu de fondation de l'ACFEO et de l'UCFO, c'est quand même deux organismes qui existent encore aujourd'hui. La voie politique et la voie rassembleuse des Franco-ontariennes pour l'AFO, successeur de l'ACFEO, et l'Union des cultivateurs franco-ontariens
qui est basé à Alfred, existe également toujours. Alors ici, on a une photo qui résume un peu ce que je viens de dire, là. On a le magasin La Roque à droite et notre beau monument national de style château qui, je m'en remettrai jamais de cette démolition-là. Mais en 1961, là, le patrimoine, c'était même pas encore une notion qu'on comprenait. Ça va arriver dans les années 70 où là, il y a une conscience patrimoniale qui va émerger, pas juste chez les Franco-Ontariens ou à Ottawa, mais partout, je dirais, dans le monde occidental, que ce soit en France, que ce soit à Montréal, que ce soit à Boston, New York, parce que malheureusement, il y a eu des démolitions de bâtiments extrêmement regrettables et ça a fait réveiller les consciences de quelques personnes pour militer pour la préservation de notre patrimoine. Évidemment, on ne peut pas parler du marché bail sans parler de l'école Gig, école qui a été construite en 1904-1905 par l'architecte Félix Maral-Hamel. C'est l'architecte de l'heure, donc avant M. Brodeur, pour les écoles franco-ontariennes. C'est vraiment M. Maral qui va se distinguer. L'école Gig, on la connaît parce que c'est devenu un épisode légendaire. Ce n'est pas la première école, par contre, école Gig, il va en avoir une précédente sur le même lieu. Et même, avant même de s'appeler l'école Gig, il y a une école centrale depuis 1864 à Ottawa qui offrait de l'éducation en français en Ontario. Mais l'école Gig va devenir vraiment célèbre grâce aux deux institutrices qui se trouvent assises au milieu, Diane et Béatrice Desloges. En gros, la bataille des épingles à chapeau, c'est à cette école-là que ça se passe. Les institutrices sont engagées pour enseigner en français avec la bénédiction de Samuel Genet, le président de la Commission des écoles séparées d'Ottawa. Il y a l'interdit du gouvernement de 1912 qui interdit l'enseignement en français dans les écoles de la province de l'Ontario. Les demoiselles des loges vont continuer quand même à enseigner en français à l'automne 1915. Les autorités vont les expulser pendant l'automne. Donc, dans des locaux de fortune et dans la clandestinité, vont continuer à enseigner en français aux élèves. En janvier 1916, plus précisément le 7 janvier, les mères de famille, c'est beaucoup des mères de famille et les parents, exaspérés par la situation intenable, vont prendre d'assaut l'école Gig et munis d'épingles à chapeau et de d'autres objets de cuisine, là, donc des rouleaux à farine, des casseroles et des trucs comme ça, vont faire le pied cru et vont essentiellement reprendre d'assaut l'école Gig pour permettre aux demoiselles des loges d'aller retourner et d'enseigner dans l'école à leurs élèves. Donc, la police va être appelée en renfort. Les Franco-Ontariennes vont repousser les assauts des forces de l'ordre. Ça va vraiment dégénérer. Heureusement, il y a eu peut-être quelques blessés légers. Évidemment, pas de mort, Dieu merci. Mais néanmoins, l'épisode va extrêmement marquer l'imaginaire collectif. Aujourd'hui, c'est peut-être un des épisodes les plus connus là, de l'histoire franco-ontarienne, la bataille des épingles à chapeau. Et c'est grâce, entre autres, à la ténacité de ces deux institutrices-là qui étaient âgées du début de la vingtaine. Donc, c'est à l'école Gig que ça se passe. Ici, on a une photo, une coupure de presse de la nouvelle école. Alors, ce que je vous disais, l'école Gig, il y a eu une mouture précédente. On a construit cette grande école de 3 étages. C'était la plus grande école à cette époque-là francophone d'Ottawa. L'école va continuer à servir la population estudiantine jusqu'en 1979. Ensuite de ça, toute une grande saga, on pourrait faire là aussi une conférence juste sur ça, parce qu'il y a plusieurs différents projets de vocation qui ont été suggérés, qui sont tous tombés lettres mortes. Et au début des années 90, l'école Gig, qui était un bâtiment désigné en vertu de la loi sur le patrimoine de l'Ontario depuis 1980. Donc, un an après la fermeture, on a accordé une désignation patrimoniale. Néanmoins, le bâtiment est vacant, abandonné et ne sert à aucune utilité, en fait, et se cherche une nouvelle vocation. Donc, ici, on a une photo du début des années 90 prise par Jean-Yves Pelletier, que je salue, un des cofondateurs du ROPFO, qui à l'époque était fonctionnaire au ministère de la Culture de l'Ontario dans le volet patrimoine et qui a pris une photo d'une de ses collègues à droite, également fonctionnaire comme lui au gouvernement provincial, et de l'architecte Barry Podolsky.
donc spécialiste en restauration patrimoniale. Alors, les trois, notre trio, s'apprête, au moment où cette photo-là est prise, d'aller visiter l'école geek de l'intérieur. J'ai vu les photos que je ne vais pas partager parce que c'est vraiment extrêmement désolant à voir. L'école était vraiment dans un état extrêmement lamentable, pitoyable et pathétique. Néanmoins, et c'est l'une des premières causes que le ROPFO va porter, il va y avoir tout un effort de mobilisation par un petit groupe de femmes déterminées dont faisait partie, entre autres, Sœur Huguette Parent, la présidente fondatrice du ROPFO, Denise Amiotte également, pour sauver l'école GIG. Il va y avoir toutes sortes de tentatives et de projets qui vont être évoqués. Finalement, ça va être le centre de le rendez-vous des aînés ou le centre des aînés francophones d'Ottawa qui va se porter acquéreur de l'édifice pour la partie du sous-sol et du rez-de-chaussée. Les 2 étages supérieurs vont être vendus pour devenir des condos de luxe. Donc, c'est vraiment une grande lutte patrimoniale qui mériterait toute une conférence, comme je vous le disais. Et néanmoins, c'est un bel exemple de restauration, comment dire, un projet qui se termine en beauté. Mais c'était vraiment pas évident au moment. Aujourd'hui, on peut se réjouir de voir l'école GIG très bien, en très bon état, mais à une époque où c'était extrêmement critique et c'était loin d'être garanti que l'école était pour être sauvée parce qu'évidemment, plusieurs personnes voulaient l'avoir démolie étant donné que le bâtiment était devenu, n'avait pas été maintenu. Donc, tout est mis qui finit bien. En 1997, le rendez-vous francophone des aînés prend le nom de Centre de jour GIG et il y a des personnes qui habitent dans les condos de luxe aux étages supérieurs. Donc, il fallait absolument parler, non seulement qu'il y a eu une bataille contre le règlement de Seine, mais il y a eu une bataille également patrimoniale pour sauver l'édifice. Alors, doublement, ce bâtiment-là est extrêmement important. Il y a une plaque également de la Fiducie du patrimoine de l'Ontario qui explique la bataille des épingles à chapeau. Donc, au lieu de symbolisme franco-ontarien absolument incontournable au cœur de la capitale du Canada. Juste à côté, on a également l'école Routier, qui est un peu le pendant féminin de l'école GIG. L'école GIG qui desservait une clientèle masculine formée de jeunes garçons. L'école Routier, c'est le pendant féminin, construit en 1932 par l'architecte Lucien Leblanc, un autre des architectes de l'institutionnel franco-ontarien. On l'aperçoit mal ici, mais en haut du portique, donc l'entrée principale, il y a des éléments de bas-relief. Donc, on voit par exemple une institutrice, une sœur de la Charité d'Ottawa qui lit le livre, qui lit un livre à des élèves. On voit des jeunes filles qui sont en train de faire de la lecture. Donc, la vocation scolaire est très, très bien mise en évidence sur la devanture de l'édifice. Puis, c'est un des très rares exemples qu'on connaît de ce style architectural à Ottawa, chez les Franco-Ontariens. Donc, l'école Routier va continuer jusqu'en 1994. On a 1932 à 1994. Aujourd'hui, c'est un centre communautaire récréatif qui appartient à la ville d'Ottawa. Donc, je le disais, aujourd'hui, c'est le centre communautaire routier, en honneur évidemment du nom de l'école. Monsieur Routier était un monseigneur Routier, en fait, c'était un clerc qui œuvrait à la paroisse Notre-Dame d'Ottawa. Parmi les anciennes personnes qui ont étudié à l'école, on reconnaît ici Suzanne Pinel à droite, donc Marie Soleil. C'est la personne qui a le cercle bleu autour de la tête. Donc, comme je le disais, c'est une école à vocation féminine. Si on va ici sur la promenade du Sussex, on le distingue très mal, mais on voit le château Laurier à l'arrière-plan. Au rez-de-chaussée du bâtiment qui nous fait face, à l'avant-plan, c'est la Caisse populaire des Jardins. Donc, la Caisse populaire des Jardins, les premières caisses en Ontario, la première date de 1910. Et il va y en avoir tout plein. D'ailleurs, celle dans le quartier qui nous intéresse va être fondée en 1913 du nom de Caisse populaire Notre-Dame, donc en honneur de la paroisse, la basilique cathédrale Notre-Dame d'Ottawa. Et ce bâtiment-là
pas le bâtiment, pardon, mais l'emplacement est quand même assez récent. Jusqu'à tout récemment, la caisse qui a souvent déménagé là, au cours de son existence se situait sur la rue Rideau. Maintenant, ils sont rendus sur un emplacement de choix sur la promenade Sussex. Les caisses populaires des jardins en 2020, donc très, très récemment, ont décidé les 11 qui restaient. Il y avait toute une série de fusions. Et il y en avait 11, mais il faut comprendre que les 11, c'est un peu pyramidal. Il y en avait des caisses qui avaient été fusionnées. Donc, par exemple, précédemment. Donc, la caisse Trillium, par exemple, c'était une caisse du nom de la caisse Trillium, mais il y avait facilement une douzaine ou une quinzaine de caisses qui ont contribué à fonder la caisse Trillium. Donc, ensemble, les 11 caisses qui restaient en 2020 se sont fusionnées pour former une seule et grande caisse populaire à grandeur de la province, donc la caisse populaire des jardins en 2020. Donc, c'est une des plus grandes coopératives du Canada, assurément francophone et assurément ontarienne. Donc, l'union fait la force, comme on dit, et ça semble avoir été un peu la devise des caisses populaires. Le fondateur lui-même des caisses populaires, Alphonse Desjardins, va contribuer à la fondation de quelques caisses populaires à Ottawa, puisqu'il était sténographe à la Chambre des communes du Canada. Donc, c'est quelqu'un qui habitait à Ottawa au début du 20e siècle et qui va, un peu comme passe-temps et un peu comme hobby, contribuer à fonder des coopératives financières, des caisses populaires. Donc, Ottawa a pu compter sur son expertise et de sa présence pour fonder ces caisses populaires-là. On a un peu plus loin, toujours sur la promenade du Sussex, ici des photos qui rendent hommage à l'Institut des Sœurs Jeanne d'Arc, institut qui a été fondé en 1917 et qui, sur la promenade du Sussex, est demeuré jusqu'en 1989 avant de se rendre à Westboro jusqu'au début là, des années, en fait, jusqu'au milieu des années 2010, 2016 pour être précis. L'Institut, ce qui est intéressant ici, Jeanne d'Arc, c'est que c'est la seule congrégation religieuse fondée en français en Ontario. Donc, il y a eu d'autres congrégations, évidemment, religieuses féminines, comme les Sœurs de la Charité d'Ottawa, qu'on va parler dans quelques instants, mais c'était une branche ou une succursale de la congrégation de Montréal ou du Québec, par exemple. Ici, c'était vraiment une congrégation qui partait de rien, là, qui partait d'Ottawa, qui a été fondée dans la ville. Donc, évidemment, depuis 2017, il y a quand même quelques efforts de commémoration qui sont faits. Alors, on a deux photos pour illustrer ça. En bas, à gauche, en bas, nous avons une plaque privée qui a été apposée à même l'ancienne entrée principale sur la promenade Sussex pour rendre hommage aux sœurs de l'Institut Jeanne d'Arc. Donc, c'est le grand portique blanc. Et nous avons à droite, nous avons une plaque de la fiducie du patrimoine ontarien qui vient d'être dévoilée là, en octobre dernier. En présence des quelques-unes des dernières sœurs de la congrégation. La fondatrice de l'Institut Jeanne d'Arc, la congrégation, c'est Mère Marie-Thomas d'Aquin, une Française qui a émigré au Canada. Vous l'apercevez ici au centre. Une personne qui était plus grande que nature. Elle était également poétesse. Elle a publié des recueils de poésie. Elle était même dessinatrice en architecture à ses heures. Donc, à Westboro, elle a fait construire une maison qui rappelait celle de sa région natale en France. En plus de mener à terme une congrégation religieuse. Donc là encore, on pourrait faire une conférence juste sur les sœurs de l'Institut Jeanne d'Arc. Heureusement, on a au moins deux plaques maintenant qui rappellent leur présence dans le marché bail d'Ottawa. Ici, on a évidemment la basilique cathédrale Notre-Dame d'Ottawa, incontournable. C'est vraiment du patrimoine franco-ontarien parce que à peu près tout le monde, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, dans les artisans de la basilique, ce sont des Canadiens français. Donc, de l'extérieur, c'était la famille Robillard qui avait commencé à construire cette cathédrale-là au début du 19e siècle. On voit d'ailleurs les portes en arche, donc on est plus dans le style néo-roman. La cathédrale va prendre beaucoup de temps à être construite.
les dénommés Robillards qui avaient des carrières dans le coin de Gloucester et qui étaient actifs en politique. Les 2 premiers députés provinciaux se sont honorés et Alexandre Robillard, donc les mêmes qui avaient l'entreprise de carrière de pierre calcaire. Donc, les Robillards vont passer à autre chose et ça va être complété à la fin du 19e siècle par, entre autres, Georges Bouillon, architecte de grande renommée, qu'on va parler un peu plus longuement dans quelques instants. Et c'est à ce moment-là que l'on va prendre vraiment les allures de néo-gothique en style architectural. Donc, ça, c'est la basilique cathédrale Notre-Dame d'Ottawa. Il faut absolument la voir de l'intérieur. C'est absolument majestueux. Comme je dis, il y a toute une série d'artisans canadiens et français, soit des gens qui sont nés à Ottawa ou des gens qui provenaient du Québec, qui se sont installés ou qui y étaient de passage pour mener à terme toute la riche décoration. Aussi incroyable que cela puisse paraître, dans les années 90, il était question par l'archevêque d'Ottawa un petit peu de tout défaire, cette riche décoration et ornementation. Il y a eu une petite mobilisation, mais très active, de militants du patrimoine franco-ontarien pour opposer les projets de l'archevêque. Ils ont eu gain de cause parce que ça aurait été mais vraiment une perte immense pour le patrimoine franco-ontarien. La basilique cathédrale Notre-Dame d'Ottawa, évidemment, qui est toujours en fonction, là, c'est un lieu de rituel catholique, jouit d'une désignation en vertu de la loi sur le patrimoine de l'Ontario depuis 1978. C'est également un lieu d'importance historique nationale du Canada. Donc, la désignation, ou plutôt la reconnaissance fédérale, ne s'accompagne pas d'une protection légale, c'est beaucoup plus symbolique. Néanmoins, c'est la seule parmi les 11 églises de l'Ontario français qui a cette double reconnaissance-là. Donc, une qui est très légale, celle de la province, puisque la culture est de compétence provinciale et que le patrimoine fait partie de la culture. Et il y a une reconnaissance supplémentaire fédérale qui est symbolique, mais qui reconnaît et qui souligne une fois de plus l'importance de la basilique cathédrale pour l'ensemble des Canadiens. Donc, voilà. Juste à côté, nous avons ici l'ancienne Académie de la Salle d'Ottawa. Donc, c'est un peu le berceau de l'enseignement secondaire en Ontario. Ça va être pendant quelques années le lieu du collège de Bytown, donc qui va devenir l'Université d'Ottawa de 1952 à 1956. Le petit bâtiment juste à côté, c'est le palais épiscopal. Donc, l'évêque, le premier évêque catholique de Bytown, Monseigneur Gig, va habiter là. Puis à côté, le grand bâtiment, c'est l'ancienne Académie de la Salle de 1899 à 1971. Va connaître d'autres vocations avant. Ça va être à la fois un hôtel, une caserne militaire et, comme je le disais, le lieu de l'Université d'Ottawa pendant quelques années, pendant 4 ans. Mais c'est vraiment l'Académie de la Salle que les gens se souviennent, étant donné que ça va être les frères des écoles chrétiennes qui vont avoir une académie commerciale, donc essentiellement une école secondaire pour garçons pendant de nombreuses années. En 1973, le gouvernement fédéral va se porter acquéreur du bâtiment. Là aussi, il y avait question que peut-être le bâtiment serait démoli. Le gouvernement fédéral est intervenu et ils ont restauré à grands frais le bâtiment pour en faire un exemple de préservation du patrimoine. Aujourd'hui et depuis ce temps, c'est l'École de la fonction publique, donc il y a encore une vocation scolaire. L'École de la fonction publique qui occupe les lieux. C'est un bâtiment ici qu'on aperçoit. Le devant, c'est vraiment la partie la plus originale. À l'arrière, il y a plusieurs ailes et annexes qui ont été ajoutées au fil du temps. Mais toujours est-il que ce bâtiment-là, là aussi, a une reconnaissance fédérale pour lieu historique d'importance nationale et conserve le nom quand même de la salle, même si c'est un bâtiment de la fonction publique et du gouvernement fédéral, suite à l'idée du député fédéral Jean-Robert Gauthier, député franco-ontarien quand même bien connu et militant, qui ne voulait pas que l'histoire s'efface non plus de ce bâtiment-là, même si le gouvernement fédéral s'en portait acquéreur. Donc, 1973 se porte acquéreur, 1976, le bâtiment finit d'être restauré. Une des grandes personnes qui est très importante dans l'histoire franco-ontarienne, le père Maurice Lapointe,
directeur fondateur de l'école secondaire de La Salle, donc il va succéder à l'Académie de La Salle. Va être également président du premier conseil d'administration de la Cité collégiale, va travailler à la faculté d'éducation comme vice-doyen à l'Université d'Ottawa. Donc, quelqu'un d'une grande importance qui va avoir fait ses études aussi à l'Académie de La Salle. Lui-même, c'est un diplômé. Ici, j'adore cette photo parce qu'on aperçoit l'Académie à l'arrière et M. Lapointe, Maurice Lapointe, qui est décédé en 2015 à l'avant-plan. Je trouve que c'est un peu la boucle qui se ferme avec M. Lapointe et l'Académie de La Salle. Dans le fond, il revenait aux sources un petit peu ici avec cette photo. Ici, on a quelques grands noms là, de la toponymie scolaire franco-ontarienne. Et il y a Séraphin Marion que j'ai évoqué, Jeanne Lajoie, Maurice Lapointe également, qui se trouve sur une des affiches à gauche de la photo. Donc, juste en face de l'Académie de La Salle et de la Basilique cathédrale, on a l'ancienne chapelle du couvent de la rue Rideau, couvent Notre-Dame du Sacré-Cœur, qui a été restauré, sauvé in extremis. Le couvent a été démoli. Quand je disais que dans les années 70, il y a eu une prise de conscience du patrimoine, c'est grâce ou c'est malheureusement à cause de démolitions comme le couvent de la rue Rideau que les gens ont pris conscience que le patrimoine est en train de se disparaître sous leurs yeux. Donc, le couvent va être démoli malheureusement, mais les militants vont réussir à sauver grâce à une intervention étatique, en l'occurrence Jean Chrétien, qui était ministre fédéral à cette époque-là, de la chapelle, qui est absolument de toute beauté. C'est une autre œuvre de Georges Bouillon. Alors, le même qui va être, dont la décoration intérieure de la cathédrale va être réalisée sous sa direction, c'est le même Georges Bouillon, prêtre architecte. Et donc, cette chapelle-là a été instaurée ou a été construite, emplacée dans le nouveau musée canadien des beaux-arts du Canada à son ouverture en 1988. Donc, allez visiter ça, ça vaut vraiment le détour. Nous arrivons également juste à côté, toujours sur la promenade Sussex. Nous avons à la fois la maison mère des Sœurs de la Charité d'Ottawa qui sont arrivées en 1845 à Ottawa. C'est Élisabeth Bruyère. Il y a une photo ici d'Élisabeth Bruyère qui va être la fondatrice, quelqu'un qui était né à l'Assomption au Québec, mais qui va vraiment œuvrer à Ottawa. Madame Bruyère donc, va fonder à la fois plusieurs institutions en plus de sa congrégation religieuse, entre autres l'Hôpital général d'Ottawa. On aperçoit sur les photos plus à droite le grand portique art déco des architectes Werner Ernest Nofka et Lucien Leblanc, qui fait partie de l'ancien hôpital général. Donc, ce bâtiment-là va servir jusqu'en 1980 d'hôpital général d'Ottawa. En fait, lorsque le bâtiment va déménager du côté d'Alta Vista. Mais dans les photos ici à gauche qu'on aperçoit, c'est l'ancien, ou plutôt toujours la maison mère des Sœurs de la Charité d'Ottawa. Donc, il y a encore des sœurs qui résident là. Et à la fois, non seulement avoir fondé, comme je le disais, la congrégation, l'hôpital, il y a également la première école francophone ou bilingue qui va être fondée par les Sœurs de la Charité d'Ottawa. Là encore, on pourrait faire une conférence juste sur les Sœurs de la Charité d'Ottawa parce que leur impact a été considérable et a rayonné partout dans la province de l'Ontario. Donc ici, comme je le disais, premier couvent, premier pensionnat, premier hôpital, hôpital général de Bytown, 1845, comme je le disais, à 1850. On aperçoit là en haut à gauche la photo, le toit de la cathédrale d'Ottawa. Donc, des débuts très rudimentaires dans cet ancien petit bâtiment, petite maison de l'hôpital général d'Ottawa, avant de déménager sur ce qui est aujourd'hui la rue Bruyère, de grands bâtiments en pierre calcaire. Jusqu'en 1980, comme je le disais. Voilà. Donc, ici, on aperçoit l'entrée du bâtiment aujourd'hui qui est devenu l'hôpital Élisabeth Bruyère en honneur de la fondatrice de la Congrégation des Sœurs de la Charité d'Ottawa. C'est un hôpital aujourd'hui qui est spécialisé en soins palliatifs, surtout. On a également une photo à droite de la magnifique chapelle construite en 1936-38 par les architectes Nofka
et Lucien Leblanc, donc de style, pardon. Pardon. Je n'ai pas dit mon dernier mot. De style néo-gothique. Enfin, on termine notre visite guidée. De toute façon, je suis en train de perdre ma voix. Pardon. Alors, on termine notre visite guidée ici sur la rue Boteler. Je disais que c'était pour notre frontière au nord. Ce bâtiment qu'on aperçoit ici a été construit en 1964 suite à un concours d'architecture qui réunissait les 3 grands architectes de l'institutionnel franco-ontarien, à savoir Jean-Serge Lefort, Roger Thibault et Auguste Martineau. Il va y avoir un tirage au sort parmi ces 3-là. C'est le nom de M. Martineau qui va sortir du chapeau. Et on construit la maison franco-ontarienne. Alors, la maison franco-ontarienne va servir à la fois pour l'ACFEO, l'Association canadienne-française d'éducation de l'Ontario, comme siège social, et également de plusieurs autres organismes associatifs franco-ontariens, de 64 à 1974. Moi, c'est un bâtiment que j'affectionne particulièrement. Je trouve qu'il exalte les années 60. On dirait quasiment un pavillon d'Expo 67. Ça aurait pu être le pavillon franco-ontarien. Et donc, pendant une décennie, les principales institutions ou organismes franco-ontariens vont avoir pignon sur rue dans ce bâtiment-là, qui s'appelait vraiment la Maison franco-ontarienne. Il y avait une première maison franco-ontarienne en 1958 dans la basse ville est d'Ottawa. Là, on a construit vraiment quelque chose de neuf. Et lorsque l'inauguration de la maison va être faite en 64, Guy Frégault, qui est un historien quand même assez connu du Canada, va être, à cette époque-là, il est sous-ministre, mais il va être un peu l'invité d'honneur au moment de l'inauguration. Le fauteuil du sénateur Philippe Landry, un des défenseurs des Franco-ontariens contre le règlement 17, va être pendant de nombreuses années dans ce bâtiment-là. Et donc, malheureusement, ça va être une expérience qui va durer juste une dizaine d'années, comme je vous le disais, parce qu'en 1974, le bâtiment va être acheté par la Malaisie, donc un pays. Ça va devenir un haut commissariat, donc l'équivalent des ambassades pour les pays du Commonwealth. Et encore aujourd'hui, c'est pour ça qu'on voit des drapeaux de la Malaisie sur le bâtiment. C'est donc un bâtiment diplomatique qui est propriété d'un État souverain extérieur à l'étranger. Néanmoins, l'extérieur demeure quand même assez intact par rapport à 1964. C'est un bâtiment, personnellement, que j'aimerais bien voir désigné un jour en raison de son apport pour les Franco-ontariens. Et juste pour vous signaler à quel point on est proche de l'ancien hôpital général d'Ottawa, on l'aperçoit à gauche en arrière-plan. Les briques grises, c'est le complexe conventuel, là, à la fois de la maison mère et de l'ancien hôpital général d'Ottawa. Donc, on est encore au plein cœur de la capitale. Il fallait bien avoir un lien avec la diplomatie puis les relations extérieures quand on est une capitale d'un pays comme Ottawa. Alors le voici, et qui plus est, il y a un lien franco-ontarien avec cet édifice désigné par M. Martineau. Alors, je termine là-dessus. Je n'irai pas plus loin. Il y aurait plusieurs autres choses que j'aurais pu évoquer, juste pour, encore une fois, remercier Ottawa Ville Bilingue de nous avoir permis de nous donner des moyens de nous faire cette visite guidée-là. Et je vous rappelle encore qu'il est possible de s'abonner au chaînon, de s'abonner à notre centre de recherche virtuelle ou de devenir carrément membre pour nous appuyer. On fonctionne vraiment avec des subventions comme Ottawa Bilingue et avec les dons des individus. C'est important pour nous qu'on puisse continuer notre mission de préserver, de diffuser l'histoire et le patrimoine franco-ontarien. Donc, merci beaucoup pour votre attention et je suis disponible pour prendre des questions au besoin.